Résolution de l'exercice 2, problème 3 de l'année 2016, analyse du bilan et du résultat pour 5 points. À résoudre en environ 20 minutes, exercice vraiment sur des ratios, vous devez les connaître sur le bout de vos doigts, sinon ce sera très difficile. Et en plus de cela, il y a vraiment une approche très spécifique. C'est important que vous ayez déjà pratiqué ce type d'exercice dans les années précédentes, car la même méthode se répète d'année en année, et si vous ne l'avez jamais fait auparavant, vous allez être vraiment perdu devant cet exercice. Donc, ce qui vous est demandé, c'est qu'à l'aide des ratios, on va d'abord premièrement reconstruire un bilan et un compte de pertes et profits. Et une fois qu'on aura reconstruit ces états financiers, ce sera vraiment tout simple, il n'y aura plus qu'à appliquer les ratios. Vraiment, la difficulté, c'est que vous devez connaître tous vos ratios sur le bout de vos doigts, sinon ce sera compliqué. Donc, on va s'attaquer à cette reconstruction de notre bilan. On nous avait donné notre EBIT de 36, on a un amortissement de 29, donc on va déjà s'attaquer au compte de pertes et profits. On peut déjà reconstruire notre EBITDA, qui est égal à 36 plus 29. Ensuite, on peut reconstruire notre chiffre d'affaires grâce à la marge EBIT. Donc souvent, quand vous avez le terme marge, marge EBIT, marge EBITDA, marge cash flow, c'est qu'on va comparer ça au chiffre d'affaires. Donc là, on peut le déterminer facilement. Donc ça sera égal à 36 fois 100 divisé par 36, divisé par 30, pardon, ce qui me fait un chiffre d'affaires de 120. Et par différence, on sait que nos charges d'exploitation sont de 55. Donc 120 moins 55, je retombe bien à mon EBITDA de 65. C'est bon pour le compte de pertes et profits. Maintenant, on s'attaque au bilan. Donc j'ai déjà pu remplir les informations, le stock de 8 qui nous a été donné, et nos fonds étrangers de 40. Donc là, vous allez un peu patauger pendant l'examen. Vous allez deviner, voilà, je commence par où, qu'est-ce que je peux réconcilier. Bon, moi j'ai déjà un peu pris d'avance. Vous allez partir faire des tests, vous allez vous tromper, après vous allez refaire en arrière. Mais j'espère qu'à la fin, vous arrivez sur cette base-là. On va s'attaquer au degré de liquidité 1, qui est de 120%. Pour rappel, on a 3 ratios de liquidité. Le premier, c'est liquidité sur dette à court terme. Le deuxième, c'est liquidité plus créance sur dette à court terme. Et le troisième, c'est liquidité plus créance plus stock sur dette à court terme. Donc le premier, on sait que mes liquidités sont de 120% de mes dettes à court terme. Donc égal à 40 fois 120 divisé par 100. Des liquidités de 48. Après, on peut s'attaquer au degré de liquidité de 3. Donc, il est de 150%. Donc, je sais que mes liquidités plus mes créances plus mon stock représentent le 150% de mes dettes à court terme. Égal à 150 fois 40 divisé par 100, ce qui fait 60. Donc là, par différence, je fais 60 moins 48 moins 8, égale 60 moins 48 moins 8, ce qui me fait des créances de 4. On va résoudre la côté des actifs. On avait encore un ratio ici intéressant, l'intensité des immobilisations. Donc on va essayer de déterminer dans mon bilan quelle est la quote-part de mes actifs à long terme, donc mes actifs immobilisés. Dans ce cas précis, elle est de 90%. Donc j'ai 90% de mes actifs qui sont sur du long terme, mais qui sont vraiment pas liquides, et 10% à court terme. Là on sait que c'est 60 mais 10%, donc 60 divisé par 10 fois 90, ce qui me fait des actifs de 540. Il nous reste plus que 2 postes à réconcilier, mes fonds étrangers à long terme et mes capitaux propres. On nous a donné le degré de couverture des immobilisations 1. Donc ce degré-là, ça va représenter mes actifs immobilisés divisés par mes dettes à long terme. Donc dans ce cas précis, c'est encore assez simplifié. Il faut voir le bilan d'une autre manière. Vous avez vos investisseurs qui sont 2 types d'investisseurs. De 1, c'est les actionnaires, et de 2, c'est les dettes à long terme. Donc ça peut être vraiment la banque qui va être ici pour vous financer, mais sur le long terme. Donc voyez de cette manière votre bilan. Ne voyez pas qu'il n'y a que les actionnaires et les prêteurs, mais voyez-le comme 2 personnes en une seule. Donc là, on va le premier degré de couverture, on va juste mettre mes actifs mobilisés. Donc là, ce sera sur mes capitaux propres. Donc là, on voit vraiment que le premier type d'investisseur, donc mes actionnaires. Donc égal à 540 fois 85%, ce qui me fait 459. Et le deuxième degré de couverture, là on va vraiment voir mes deux investisseurs principaux qui sont mes actionnaires et voilà, ceux qui m'ont emprunté de l'argent, ceux à qui j'ai emprunté de l'argent. Donc souvent ça peut être des états financiers, des banques, des sociétés d'investissement. Donc là, on sait que mon actif mobilisé il est de 540 fois 103.7 divisé par 100, ça me fait 560. Donc ici j'ai 401, donc ça me fait 101. Donc on voit bien 101 plus 459, j'arrive bien à mes 560. J'ai un bilan équilibré à 600, du côté de l'actif et du côté passif. Là c'était la première étape,
Pour la deuxième partie, on est vraiment dans l'application de nos ratios. Donc les ratios demandés ne sont pas non plus extrêmement complexes. Je trouve qu'on reste encore assez basique. On a surtout de la marge. Donc là, c'est des ratios en comparaison du chiffre d'affaires. On a des ratios sur le degré de liquidité, le 1, le 2, le 3, qui sont vraiment la base, qui sont vraiment assez reconnus. Là, on peut presque deviner les ratios sans les avoir connus par cœur. Celui-là, je vous l'accorde, le facteur d'endettement, il est assez complexe. Là, je vous ai mis pour mémoire à droite un petit résumé des ratios. Donc, on attaque. Donc, calcul la marge de cash flow. Donc, celui-là, le cash flow nous est déjà donné de 54 et on va le comparer avec le chiffre d'affaires. Donc, souvent, quand vous avez le terme marge, c'est qu'on va comparer notre numérateur, le cash flow, sera comparé avec notre chiffre d'affaires en dénumérateur. Donc, le chiffre d'affaires, on l'avait vu, il était de 120. 120 est égal à 54 divisé par 120. Et la valeur clé minimum était de 20%, donc 45, on est en supérieur à cette valeur clé minimum. Donc oui, c'est bien respecté. Marge EBITDA. L'EBITDA, il est de 65. On va le comparer à notre chiffre d'affaires. Donc on va vraiment voir, c'est un ratio de rentabilité. Donc est égal à 65 divisé par 120, qui est égal à 54%, et on avait une marge EBITDA de 40%. Ça, on est bon. Donc, marge EBITDA, c'est vraiment un ratio clé de rentabilité pour la majorité des entreprises. Ça, vous devez absolument le connaître. Après, rendement du capital global. Donc, vraiment, au niveau du brevet, ce ratio, pour moi, il est encore assez simplifié. Après, vous pouvez voir qu'il va quand même dans des concepts plus complexes. Donc, vous avez uniquement à connaître la formule de base qui est l'EBIT divisé par tous nos investisseurs. Donc, là, on a deux types d'investisseurs. De un, c'est nos capitaux propres, les actionnaires, et de deux, c'est vraiment ceux qui nous prêter de l'argent, mais sur le long terme. Donc, ils vont devoir faire toute cette analyse de rentabilité. Donc, il y a vraiment, prenez ces deux personnes pour nos capitaux globaux. Donc là, EBIT, on a pour 36. Donc, l'EBIT, c'est vraiment la rentabilité de l'entreprise, mais avant la rémunération des intérêts, donc pour les dettes, et puis la rémunération des actionnaires sous la forme de dividendes. Donc, divisé par dettes à long terme qui sont de 101 plus 459. Divisé par 101 plus 459. Ce qui nous fait un rendement du capital global de 6%. Donc nous, la valeur clé minimum à respecter, c'était du 8%. Donc là, malheureusement, on est inférieur. On continue. Cash flow en pourcentage de la somme du bilan. Donc mon cash flow est de 54. Mon total du bilan est de 600. Ça, c'était assez facile à déterminer qu'elle a 54. Divisé par 600, on est sur du 9%, et on nous demandait du 5%. Donc on a une valeur supérieure. Par des fonds propres. Ça, honnêtement, on peut le deviner. On sait qu'on nous parle de capitaux propres, et on parle, donc, honnêtement, moi, si je vois ça et que je connais pas le ratio, je devine que voilà, c'est mes fonds propres divisés par mon bilan. Et même si vous avez aucune idée, c'est le seul ratio, c'est le premier ratio qui doit vous venir à l'esprit. Celui-là, on peut l'avoir avec un peu de chance. 459 divisé par 600. Ça veut dire que mon bilan, il est financé à 77% par des capitaux propres. Et on nous demandait un minimum de 40%. Donc là, on est vraiment au-dessus de cette valeur clé. Charge de personnel en pourcentage du CA. Donc là, on a presque toutes les informations. Les charges de personnel nous ont été données. Donc 48. 48. Mon total de chiffre d'affaires, il est de 120. 48 divisé par 120. Donc là, on a du 40%. Et là, on avait un piège. Donc, dites-vous quelque chose, ce ratio, il paraît trop facile. Pourquoi? Parce tous les autres, on nous avait pas donné le numérateur. Et là, on nous a donné le numérateur. Et en plus, on nous a dit que c'est un pourcentage du CA. Donc vraiment, ça, on nous l'a donné sur un plateau. Pourquoi? C'est qu'on voulait nous piéger à ce niveau-là. Parce qu'on voulait des charges personnelles de 35%. Là, on se dit bêtement, 40% c'est supérieur, donc c'est mieux. Mais non, c'est moins bien parce que là, on est sur des charges. Donc au début, on voulait que nos charges soient de 35%, mais là, on a des charges supérieures par rapport à la valeur clé qu'on avait déterminée. Donc là, on a vraiment pas battu notre valeur clé, on est négatif. Donc voilà, c'était là un peu le petit piège. Donc souvent, faites attention, vous êtes un ratio qui est peut-être positif, mais ça dépend dans quel sens on l'interprète. Donc là, un ratio supérieur, ça voulait dire en fait que c'était un mauvais indicateur.
Degré liquidité 2. Voilà, on avait déjà pu voir avant la définition. Donc c'est mes liquidités plus mes créances. On va admettre que je peux immédiatement pouvoir recouvrir mes créances, divisé par mes dettes à court terme. Donc grosso modo, si j'ai un ratio de plus de 100%, ça veut dire que si demain je peux réclamer toutes mes créances, je peux immédiatement rembourser mes dettes. Parce que j'ai vraiment 100% de mes dettes qui pourraient être immédiatement remboursées. Liquidité, on en a pour 48 plus 4 de créances. 48 plus 4, divisé par mes dettes à court terme, elles sont données ici de 40. Donc j'arrive à du 130%. Là, personnellement, j'ai pas trouvé de valeur clé avec laquelle comparer. Donc bêtement, je mets oui, ça me paraît pas mal. Et le dernier, le facteur d'endettement, qui est un ratio assez complexe pour moi. Donc dites-vous que vous avez un endettement effectif. Donc si j'ai des liquidités, et d'un côté j'ai des dettes. Mais j'ai peut-être des liquidités qui ne servent à rien. Donc du jour au lendemain, je me dis, bah tiens, j'utilise ces liquidités et je rembourse mes dettes. Donc il est un peu plus élargi, on va même prendre mes liquidités plus mes créances. Donc comme si je pouvais du jour au lendemain récupérer mes créances. Et du jour au lendemain, j'utilise cet excédent de liquidité pour rembourser mes dettes. Donc déjà, on va calculer cet endettement effectif. Donc, mes dettes qui sont de 141, c'est égal à 141 moins 48 plus 4. Voilà, donc là, on a une partie de la formule. On a le numérateur. Maintenant, le numérateur, il est plus compliqué. C'est notre cash flow d'exploitation. Donc ça va nous donner, en fait, ce cash flow d'exploitation, on va pouvoir déterminer en combien d'années, si j'utilise uniquement ce cash flow pour rembourser mes dettes, cet endettement effectif, en combien d'années je pourrais le rembourser. Donc là, notre cash flow était de 54, ce qui me fait du 1.6, et nous, le facteur d'endettement, on était sur du 5. Donc là, on est bon. Donc là, je suis plus positif. Alors faites attention, c'est encore la même chose que la marge de personnel. C'est pas parce que c'est inférieur que c'est moins bon. Au contraire, c'est positif. Parce que là, on nous avait donné 5. Ça veut dire que j'avais jusqu'à 5 ans pour rembourser avec mon cash flow d'exploitation. Mais là, j'y arriverai théoriquement en une année, plus d'une année et demie, j'arriverai à rembourser mon endettement effectif. Donc là, le ratio, on a battu la valeur clé. Juste revenir encore sur un montant. Parce qu'il y a juste une petite différence avec la solution, c'est sur le rendement du capital global. Moi, je vous propose de retenir ma formule. Sur la solution officielle, ils ont pris dans les pourvoyeurs de fonds, on a pris le total du bilan, donc 40 plus 101 plus 459. Écoutez, si vous faites ça, ils vont le compter juste, mais si vous faites ma manière, pour moi, c'est encore plus juste et il n'y a aucune raison qu'on vous le compte faux. Donc, je vous propose de retenir cette solution-là. De prendre vraiment uniquement les dettes à long terme plus les capitaux propres et de ne pas prendre les dettes à court terme. Pourquoi? Parce que les dettes à court terme, d'un point de vue financier, vont plutôt faire partie de notre besoin en fonds de roulement. Mais là, voilà, c'est quelque chose d'assez complexe et c'est pas quelque chose qui vous sera vraiment testé dans le cadre du brevet. Ce sera plutôt après si vous continuez avec le diplôme. Point B, calculer et porter un jugement sur le free cash flow. Je vous propose qu'on fasse brièvement un petit tableau de flux de trésorerie. Donc j'ai flux de trésorerie, je vais mettre FDT pour flux de trésorerie de l'activité d'exploitation. On l'a déjà déterminé à 54. Ensuite, j'ai mon flux de trésorerie de l'activité d'investissement. Donc ce sont moins mes investissements, plus les désinvestissements. Donc ça, c'est le FDT des activités d'investissement. Et plus tard, donc on a les différentes flux de trésorerie sur les activités de financement. Donc là, flux de trésorerie sur activité financement. Et mon free cash flow. Donc là, on a utilisé un terme anglais. Faut pas avoir peur. Donc le free cash flow, c'est vraiment la somme entre les flux de trésorerie de l'activité d'exploitation plus l'activité d'investissement. Bon, c'est ce qui va rester pour ensuite, c'est les liquidités avant toutes les activités sur le financement. Donc peut-être l'augmentation de capital, ou bien des remboursements de bénéfices, ou bien remboursement d'agio, ou bien remboursement de dette. Donc dans la donnée, il y avait qu'une seule donnée exploitable pour pouvoir déterminer les flux de trésorerie du cycle d'investissement. Donc des investissements, on n'en avait aucun. On a une information ici sur le rapport cash flow investissement. Donc il est de 90%. Donc mes flux de trésorerie d'exploitation sont 90% des investissements.
donc égal à moins 54, divisé par 90 fois 100. Ça fait qu'on a investi pour 60 pendant la période. Donc mon total de flux de trésorerie de l'actif d'investissement est de 60. Et en total, j'ai un free cash flow négatif de moins 6. Donc ce qui veut dire que maintenant on a pu calculer le montant, maintenant on va faire cette analyse. Donc déjà, c'est pas un bon indicateur, c'est un problème de liquidité, car l'activité d'exploitation, donc c'est vraiment l'activité principale, n'a pas dégagé de flux assez important pour pouvoir pallier à mes besoins d'investissement. Donc j'ai certainement dû, pendant la période, utiliser soit mes réserves de liquidité, ou bien j'ai dû demander des pourvoyeurs de fonds les liquidités qui me manquaient. Déjà, c'est pas un bon signe. Et le deuxième mauvais signe, c'est qu'on voit plus tard qu'on a une distribution de bénéfices de 11. Donc ça fait partie de mon activité de financement. Donc distribution, on va mettre ici, moins distribution de bénéfices 11. Donc là encore, pendant la période, j'ai pas généré assez de liquidité pour pouvoir pallier à mes investissements et encore pallier à mes besoins en financement. Donc j'ai dû rembourser en plus 11 à mes actionnaires. Donc là, clairement, il y avait deux solutions. Donc la société, elle a soit puisé sur ses réserves de liquidité des années précédentes, ou bien soit elle a demandé peut-être à des instituts bancaires, ou bien à des actionnaires de faire une augmentation de capital ou augmentation de dette. Donc là, voilà, ça peut être un indicateur de problème de liquidité. Après, voilà, c'est peut-être une année exceptionnelle. On ne sait pas. Je vous montre la solution officielle. Le free cash flow de moins 6 est insuffisant, les investissements n'ont pas pu être couverts par les flux financiers provenant de l'activité d'exploitation. En outre, une distribution de bénéfices de 11 qui n'a pas pu être financée par le cash flow a été effectuée. Problème C, que la réflexion fondamentale est à la base de l'exigence citée en introduction qui veut que, pour une remontée mécanique, le cash flow doit correspondre à 5% de la somme du bilan. On va repartir sur notre bilan, et souvenez-vous, on a vraiment des actifs immobilisés conséquents qui représentent 90% de nos actifs. On nous indique que la durée d'utilisation moyenne de ces remontées est d'environ 20 ans. Donc ce qui veut me dire que d'après 20 ans, moi ces 140, ils n'auront plus aucune valeur, vu que les remontées sont vraiment obsolètes. Donc de 20 ans, on peut imaginer que je devrais arriver avec assez de liquidité pour pouvoir rénover l'intégralité de ce parc. Bon là, le cas est un peu extrême, en réalité ça va se faire au fur et à mesure, mais on va le prendre le cas extrême pour bien comprendre. Donc pour avoir assez de liquidité, donc à l'échéance de ces 20 ans, on m'a dit que je vais mettre 5% de ma somme du bilan de côté. Donc 600 divisé par 20, en fait ça fait 5%, on va faire 5%, fois 5 divisé par 20, pardon 100%, ce qui me fait 30. Donc 30 fois 20, on voit bien que j'aurai donc 600 qui auraient été cumulés, mis en réserve dans 20 ans, grâce à mon cycle d'exploitation, et je pourrais dans 20 ans entièrement rénover mon parc. Donc là, la révision fondamentale, c'est vraiment qu'on doit mettre ces 5% pour pouvoir justement pallier à ces besoins d'investissement, pour avoir un parc de remontée mécanique qui n'est pas obsolète. On va voir la solution officielle, qui est certainement mieux formulée que moi. L'idée de base est qu'une remontée mécanique doit renouveler ses infrastructures tous les 20 ans environ.